Bonjour à toutes et à tous. J'ai récemment lu plusieurs livres de science-fiction ou fantastique écrits par des femmes et aussi un homme co-auteur, et j'ai eu envie dans une vidéo de vous présenter ces livres-là en particulier pour montrer la singularité de ces écrits. Les premiers livres dont je vais parler, c'est une même série qui s'appelle Histoire de moines et de robots, écrit par Becky Chambers. Le premier tome s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages et le deuxième Une prière pour les cimes timides. Ce sont des livres dont on a pas mal parlé ces derniers temps, parce que notamment ils appartiennent à un sous-genre de la science-fiction qui mise sur l'espoir et qui s'appelle le hop-punk. Pour parler du hop-punk, il faut parler d'un autre genre de la science-fiction, c'est-à-dire la dystopie. L'histoire de la science-fiction regorge d'excellentes dystopies. 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Hunger Games de Suzanne Collins, La planète des singes de Pierre Boulle, ou encore La servante écarlate de Margaret Atwood. Et c'est un genre littéraire qui a eu et a encore beaucoup de succès, mais finalement j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une forme d'essoufflement actuellement de la dystopie, puisque finalement on peut dire que la dystopie, on la voit tous les jours, il suffit juste de regarder les infos malheureusement. Donc certains auteurs souhaitent prendre le contre-pied de cette dystopie devenue un peu trop réelle, et c'est peut-être à mettre en lien en fait avec l'émergence du concept d'éco-anxiété. D'ailleurs, petit aparté, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur quelques livres pour les personnes éco-anxieuses. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le faire, mais je pense qu'il y a un certain nombre de livres qui peuvent être très intéressants pour ces personnes et pour les autres évidemment aussi. Donc certains auteurs se sont tournés vers le genre du hop-punk. Le terme hop-punk, il a été inventé en 2017 par une écrivaine américaine qui s'appelle Alexandra Rowland, et en fait le mot hop-punk se veut être un petit clin d'œil au genre du steampunk, un genre de la littérature de l'imaginaire dont d'ailleurs j'avais parlé dans ma vidéo sur 4 livres pour découvrir la science-fiction et la fantasy. Et cette écrivaine, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle oppose le hop-punk au grimdark, qui est un style un petit peu particulier de la science-fiction. Le principe du hop-punk, c'est de souligner l'importance de l'espoir tout en défendant des idéaux malgré l'adversité. Donc pour en revenir à ces deux livres, l'histoire rapidement, c'est celle du monde de Panga, un monde où les robots ont déclaré leur indépendance un certain temps auparavant, je sais plus si ça se chiffre en siècles ou millénaires, peu importe, où ils ont décidé de ne plus obéir aux êtres humains, et les humains ont conclu un pacte avec eux. Ils se répartissaient le monde en plusieurs zones, une zone occupée par les robots où ceux-ci vivraient en toute indépendance, et une zone gérée par les êtres humains qui, eux, ont changé profondément de façon de vivre. Ils n'ont quasiment plus aucune technologie, ils sont beaucoup plus respectueux de la nature, beaucoup plus respectueux des individus, donc finalement c'est une société beaucoup moins toxique et beaucoup plus durable que celle dans laquelle nous vivons actuellement. La vie dans la partie humaine de Panga est considérée comme sereine, et on y suit un personnage non-binaire, Dex, qui est un moine athée et qui à un moment s'interroge, se dit mais finalement nous n'avons plus de grillons, quel est le bruit que produisent les grillons? Et donc il décide de partir dans une zone où il n'y a plus d'êtres humains pour essayer de trouver des grillons. Il croise un robot qui est parti de sa communauté de robots pour rencontrer les êtres humains, et il posait la question qu'il pose donc en premier à Dex: de quoi les gens ont-ils besoin? Et c'est donc l'un des nombreux sujets abordés dans ces deux livres. C'est d'abord la réflexion existentielle en fait sur la possession, le bonheur, mais aussi qu'est-ce qui fait que parfois, alors qu'on a tout pour être heureux, on n'y arrive pas. Ça parle aussi, ça sera plutôt d'ailleurs dans le deuxième tome, des différents modes de relation à la technologie, puisque la société dans laquelle vit Dex a renoncé en partie à la technologie, mais en utilise quand même, alors que d'autres sociétés, vraiment, ils sont complètement hostiles. Bon, c'est pas le sujet principal du livre, parce que, en fait,
Le tome 1 et le tome 2 sont vraiment dans la même veine et traitent à peu près des mêmes sujets, mais j'avais envie de souligner quand même qu'il y avait cette question-là qui était posée dans le deuxième tome, Une prière pour les cimes timides. Un autre sujet abordé largement dans ces deux livres, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un être humain et une intelligence artificielle. Donc ça, c'est un sujet très actuel. Et aussi, il y a en fait un sujet qui est abordé en filigrane, c'est la relation au genre. Je vous ai dit que le personnage de Dex se considérait comme non-binaire, et d'ailleurs dans le livre, ce personnage est caractérisé en fait par le pronom Yel, et ça c'est assez surprenant au début quand on n'a pas l'habitude, mais finalement on s'y fait très très vite à la lecture. Et même si ça n'est pas du tout un sujet revendiqué du livre, j'avais envie de le souligner parce que ça montre en fait que les relations entre les sexes, entre les genres, sont beaucoup plus apaisées que dans notre société. Dans le monde de Panga, les gens peuvent avoir des relations sexuelles consenties et sereines, et peuvent soit se mettre en couple avec la personne, soit juste avoir une aventure de passage, et tout ça semble finalement beaucoup plus tranquille et sympathique que dans notre société actuelle. Ça m'a fait du bien de lire ça, de me dire ah oui en fait ça fait du bien lorsqu'il y a une société qui n'est pas basée sur l'oppression d'un genre ou d'un sexe en particulier. Globalement, moi c'est deux livres que j'ai vraiment appréciés, je les ai trouvés à la fois très agréables et assez profonds à lire. Après, ça n'a pas été un coup de cœur parce que il m'a manqué en fait un petit quelque chose. Peut-être que j'ai du mal, je crois, avec ces livres qui traitent de personnes heureuses. Alors, on voit finalement dans le livre que le personnage de Dex n'est peut-être pas si heureux que ça. Mais voilà, moi quand c'est légèrement naïf, j'ai toujours un petit peu de mal. Et là, voilà, c'était peut-être le petit quelque chose qui m'a manqué et qui fait que voilà, que c'était une bonne lecture mais qui m'a pas marqué particulièrement. Mais en tout cas je vous le conseille puisque c'est vraiment très original, ne serait-ce que parce que c'est du hop punk et c'est un style dont je pense Becky Chambers est quand même une représentante assez reconnue. Franchement ça vaut le détour, c'est hyper court à lire comme vous pouvez le voir, je crois que ça fait 120 ou 130 pages chacun, donc ça se lit en 3 jours. Et c'est vraiment très sympa, pas un coup de cœur pour moi, mais une lecture vraiment sympathique. Le second livre dont je vais parler, c'est Les Oiseaux du Temps, d'Amal El-Motar et Max Gladstone. Ce livre est un roman épistolaire très très original, qui raconte en fait la correspondance entre deux guerrières de deux camps adverses, rouge et bleu, deux camps qui s'affrontent dans une guerre galactique qui traverse le temps et l'espace. Rouge fait partie d'une armée qui est caractérisée par la brutalité, la technologie, etc. Alors que Bleu, elle, fait partie d'une armée qui est plutôt tournée vers les plantes et aussi la contamination, il me semble. Cet échange épistolaire commence par la défaite de l'armée dont fait partie Rouge, et Bleu a envie de narguer finalement son adversaire qui vient d'essuyer une défaite, et donc lui écrit, Rouge lui répond, etc. Et finalement, ce qui à la base était une moquerie devient finalement une fascination et même un attachement l'une pour l'autre. Ce sont deux femmes, en tout cas des pronoms féminins sont utilisés, mais vraiment à part à un moment Bleu qui a un déguisement, à part ce moment-là, elles ne sont jamais caractérisées par leur genre, donc voilà, on suppose que ce sont des femmes, mais ça n'a vraiment pas du tout d'importance dans l'histoire. La particularité de cette guerre, c'est qu'en fait, elle se passe à travers le temps et l'espace, je le disais, puisque les guerriers sont capables d'entrer dans la structure du temps, qui serait un ensemble de nœuds, on va dire, et ils peuvent entrer dans des nœuds et les changer, ce qui permet de changer l'histoire et donc changer l'issue de la guerre éventuelle. Donc il y a ce jeu régulier d'aller dans le temps, vers le futur ou vers le passé, etc. Mais comme il y a une surveillance très importante des deux armées sur chacun de leurs soldats, la correspondance entre Rouge et Bleu a évidemment un goût d'interdit, et il y a tout un jeu de leur part pour arriver à s'envoyer des messages de manière très discrète et insolite. Ça va être par exemple
un message qui sera gravé dans le bois d'un arbre, sauf qu'en fait ça n'aura pas été gravé sur un bois déjà existant. Le message aura été mis quelques années auparavant dans la graine de l'arbre et donc l'arbre va se développer portant en lui le message à avoir en fait comme une forme particulière sur son écorce, ou bien ça sera de la même manière dans le vol des plumes d'un oiseau, etc. Bon, ça paraît un petit peu compliqué dit comme ça si vous ne l'avez pas lu, mais c'est assez étonnant à lire dans le livre. Globalement, c'est un livre avec une écriture qui est très sinueuse, qui est vraiment marketée, j'ai pas d'autres termes pour la caractériser. Et le premier sentiment qu'on a en le lisant, c'est que cette écriture est assez hermétique, si bien que, pour être honnête, moi j'ai failli abandonner la lecture de ce livre au bout de 30 pages, parce que vraiment je ne comprenais rien du tout à ce qui était écrit. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait, je peux pas lire parce que je comprends pas ce qu'il est dit. Et en fait, au bout d'une trentaine de pages, je sais pas si c'est qu'un des deux auteurs a pris le relais ou quoi que ce soit, mais soudainement, je pense que j'ai compris en fait comment ça fonctionnait, cette écriture, comment il fallait la comprendre. D'ailleurs, après, j'ai relu en fait les 30 premières pages en me disant, bon, est-ce qu'elles étaient si différentes que ça? Et en fait, non, elles étaient pas différentes, c'est juste que je pense qu'il m'a fallu 30 pages pour arriver vraiment à m'y faire. Donc au final, j'en ressors en ayant vraiment l'impression d'avoir lu un ovni total. C'était très original, c'était agréable à lire, même si voilà, cette écriture qui est très très belle est assez déstabilisante au début. Donc je vous le recommande, franchement c'est vraiment un livre qui est très sympa, qui vaut vraiment le détour, je vous le conseille largement. Le troisième dont je vais parler, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Lady Astronaute de Mary Robinette Kowal. Bon, je sais pas du tout comment je dois prononcer son nom. Ça s'inscrit en fait plus globalement dans un ensemble d'œuvres, que ce soit des romans ou des nouvelles, que l'autrice a écrit, qui tournent autour du personnage de Lady Astronaute. Et donc là, c'est la dernière nouvelle la plus longue qui porte ce titre-là. Et les autres histoires n'ont, à ma connaissance, aucun lien avec Lady Astronaute. C'est une ambiance qui est vraiment complètement SF, il est question de vaisseaux spatiaux, de scientifiques qui étudient des météorites, de colonisation de planètes, etc. Je me demande d'ailleurs si ça n'est pas finalement un univers qui serait très masculin, vous voyez. Et dans cet univers masculin, l'autrice apporte, alors vraiment avec des gros guillemets, une touche féminine dans l'angle qu'elle prend en fait dans ses histoires, puisque dans la plupart de ses nouvelles, pas toutes, il y a une héroïne, et ces héroïnes, elles sont pas toujours très typiques en fait de ce qu'on peut voir en littérature et en SF particulièrement. Elles sont assez peu sexualisées, elles peuvent être mères de famille ou pas mères de famille, elles peuvent être âgées, comme c'est le cas de la Lady Astronaute éponyme. Il est question régulièrement de leur santé, puisque on parle de la vieillesse, on parle aussi de la maladie qu'elles peuvent avoir. C'est le cas d'un des personnages qui souffre de vertiges, et donc il est question de ces vertiges tout au long de l'histoire. Il y a un angle vraiment atypique qui est pris dans toutes ces histoires. Par exemple, dans Lady Astronaute, on suit en fait cette héroïne qui est une star en fait sur sa planète, qui incarne voilà, la femme qui a réussi, qui est devenue astronaute, qui fait rêver des millions d'enfants et de petites filles, etc. à travers l'univers. Et cette personne est assez âgée, elle n'est pas certaine de pouvoir à nouveau partir dans l'espace, et son mari est en train de dépérir de vieillesse. Il est question en fait dans cette histoire de la relation dans le couple, de l'impact de la vieillesse sur les corps des hommes, des femmes, sur le fait qu'une femme est plus rapidement périmée dans son travail que ne l'est un homme. Il y a la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc c'est vraiment un angle que je trouve très très atypique. Après, on est dans un univers vraiment très 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 science-fiction. Je vous disais, il y a des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. Alors, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai lu ça. En fait, je voulais lire quelque chose de très court, et c'était le cas. Et en plus, ça m'intéressait que ça soit écrit par une femme.
Mais finalement, ce prisme très SF, c'était pas ma tasse de thé, mais j'ai été très agréablement surprise par cette lecture, qui, je le disais, en fait, a un angle vraiment intéressant. Et en fait, ce livre m'a inspiré pas mal de réflexions sur l'écriture féminine. Je me suis demandé, en fait, dans quelle mesure on pouvait trouver la trace du genre de l'auteur dans son écriture. Par exemple, dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, Les oiseaux du temps, je serais bien incapable de dire qu'est-ce qui est la part de l'homme ou de la femme dans ce livre-là. Et dans ce livre-ci, je me suis demandé si le fait justement de parler de femmes peu sexualisées, âgées, etc., est-ce que c'était caractéristique de l'œuvre de l'autrice ou pas? Et donc on peut se demander aussi, est-ce qu'une femme qui écrit, elle va laisser des traces pour autant? Est-ce que une femme qui écrit et qui mettra que des personnages d'hommes musclés et particulièrement virils, est-ce qu'on dira oui mais elle a pas une écriture féminine, etc. Voilà, je sais pas trop si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas c'est des réflexions en fait que j'ai eues à la lecture de ça et que j'aurais bien voulu traiter dans une vidéo à part, mais finalement j'avais pas assez de matière et puis je pense que j'ai pas assez réfléchi à la question, j'ai pas lu assez de choses sur l'écriture féminine pour pouvoir vraiment répondre. Mais c'était vraiment une très belle lecture, assez étonnante, je m'attendais pas du tout à l'apprécier, donc je vous la conseille largement. J'en avais jamais entendu parler du tout de cette autrice ou de cette œuvre, donc allez-y. Je crois qu'elle a eu des prix d'ailleurs, Hugo ou Nebula, etc. Pour ses écrits, donc franchement, à découvrir, c'est vraiment très chouette. Le dernier livre dont je vais parler, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, bon je sais pas très bien comment on dit son nom. C'est une histoire vraiment très originale qui est une réécriture du mythe faustien. L'histoire, c'est celle d'Adeline, alias Adi, qui est une jeune fille née au XVIIIe siècle dans la campagne française et qui veut échapper à un mariage forcé. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mariages qui n'étaient pas forcés. Et donc pour y échapper, elle fait un pacte avec un démon. Il lui accorde la liberté qu'elle demande, mais elle traversera les siècles sans que personne ne se souvienne ni de son nom ni de son visage. Donc elle vit beaucoup d'expériences assez exceptionnelles, elle découvre l'invention du cinéma, elle rencontre de grands artistes, elle est témoin du déclenchement de guerres qui ont marqué l'histoire, mais pour autant elle vit une vie de grande solitude et de précarité, jusqu'au jour où, au XXIe siècle, à New York, elle entre dans une librairie et là, quelqu'un la reconnaît. Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? C'est toute l'histoire de cette jeune fille qu'on va découvrir ici dans ce livre. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui acquiert son indépendance à travers les siècles. Et les questions que pose le livre, c'est quel prix sommes-nous prêts à payer pour voir nos rêves exaucés, mais aussi, nos rêves exaucés peuvent-ils devenir des malédictions? Donc c'est une histoire qui est vraiment très très prenante, qui est tout à fait haletante. Et au milieu du livre, il y a une révélation qui est faite, qui, moi, a relancé en fait ma lecture. C'est une héroïne qui est très attachante, Adeline, et je trouve que plus globalement, je saurais pas très bien dire pourquoi, c'est un livre qui est vraiment d'une grande sincérité dans son écriture, dans sa construction. Il est dit dans le 4e de couverture, je crois que c'était un livre que l'autrice portait depuis longtemps en elle, et ça se sent en fait dans le livre. On sent qu'elle y a mis beaucoup de choses qui étaient importantes pour elle, on sent que, il y a beaucoup d'elle-même dedans. Je saurais pas du tout vous dire pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai senti dans le livre et donc ça le rend d'autant plus attachant. Par contre, moi c'est un livre que j'ai trouvé sympathique mais sans plus, d'abord parce que l'écriture est très 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 plate, et ça me gêne parce que j'aime bien quand même quand il y a un travail d'écriture. C'est quelque chose de très important pour moi. Également, ça c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. J'ai trouvé que la psychologie des personnages était vraiment pas très développée. Mis à part le personnage principal, celui d'Adeline, qui vraiment est très attachante, elle est vraiment travaillée, c'est un beau personnage de femme. Éventuellement, le personnage d'Henri, donc c'est l'autre héros du livre, celui qui la reconnaît dans la librairie. Je trouve qu'il est travaillé aussi, il est plein de complexité, mais à part ces deux personnages, finalement, il n'y a pas beaucoup de densité dans les autres protagonistes. Par exemple, c'est assez criant pour les parents d'Adeline qu'on croise seulement au début de l'histoire.
Ils sont caractérisés, mais finalement à gros traits, et je trouve qu'il manque de densité. Parfois, juste une phrase ou deux permet de donner plus de densité à un personnage, et là ça a manqué et je trouve ça super dommage. Il y a également, ça m'a agacé, un manque de crédibilité du personnage d'Adeline. Adeline, elle naît dans la campagne française du XVIIIe siècle. En fait, j'avais l'impression que l'autrice projetait le comportement d'une jeune femme du XXIe siècle au XVIIIe, et donc ça manquait un petit peu de crédibilité, j'ai trouvé ça très dommage. Plus globalement, c'est un livre qui est considéré comme étant de la littérature young adulte. La littérature young adulte, voilà, moi j'en ai pas lu beaucoup, donc je pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais globalement je crois que c'est pas trop mon truc, parce que j'ai l'impression, quand je lis les résumés de littérature young adulte, que globalement je sais déjà un petit peu la fin, la direction que va prendre l'histoire. Je trouve que l'écriture, et ça s'est confirmé ici, toutes les fois où j'ai vu des extraits, où j'ai pu feuilleter, j'ai trouvé que l'écriture était assez plate. Voilà, c'était pas trop ma tasse de thé. Et je trouve que les personnages souvent sont voilà, un peu clichés. La littérature young adulte, c'est plus en fait un label marketing que vraiment un mouvement littéraire. Ça a des caractéristiques particulières. Voilà, je vais peut-être avoir l'air snob en disant que c'est pas trop mon truc. Après, voilà, moi j'y vois certaines caractéristiques. Je pense qu'en fait, le sujet, c'est que je suis pas la cible. Je pense que je suis trop vieille en fait pour la littérature young adulte. Ça me parle pas. Donc tant mieux si ça plaît à d'autres personnes. Je sais que ça a beaucoup de qualité. C'est une littérature qui est en général plus inclusive. C'est quand même quasiment que en littérature young adulte qu'on retrouve autant de personnages asexuels, transgenres, etc. Donc ça c'est quelque chose qui manque dans le reste de la littérature et que la littérature young adulte vraiment propose. Mais voilà, c'est pas... globalement, c'est pas une littérature qui m'intéresse. Et là, je pense que j'y ai retrouvé les défauts qui font que je n'aime pas trop ça. Mais voilà, ce livre-là, franchement, c'était super original, c'était haletant. Mais pour moi, c'était pas extraordinaire. Ça plaira à d'autres, tant mieux. Je voudrais d'ailleurs souligner le fait que je trouve la couverture assez jolie. Je sais pas trop si ça se voit en fait ici, mais il y a une jaquette qui permet de révéler un visage de jeune femme, et c'est assez habile parce que justement ça permet de montrer le floutage en fait du visage qu'on suppose être celui d'Adeline, avec cette forme d'étoile qui a un sens dans l'histoire que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, c'est un bel objet, c'est gros mais ça se lit assez vite, moi je l'ai lu en une dizaine de jours. Donc voilà, pour moi sympathique mais sans plus. Donc je vous rappelle les livres dont j'ai parlé ici. Les deux livres d'histoire de moines et de robots de Becky Chambers, Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides. Les oiseaux du temps d'Amal El-Motar et Max Gladstone. Lady Astronaute de Mary Robinette Kowal, et enfin La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà lu ces livres. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas, à activer les notifications avec la petite cloche pour être prévenu à chacune de mes vidéos. Vous me retrouverez également sur Instagram. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.